pour la retraite, il est possible qu'il y ait une mobilisation qui fasse échec à la réforme. En tout cas, le problème des retraites, c'est un sujet de préoccupation et à cette occasion-là, c'est aussi possible, quel que soit le résultat de la mobilisation, de permettre à des personnes de comprendre un certain nombre de choses. Et c'est l'objet de la rencontre de ce soir. D'abord, comprendre que la réforme dont il est question, elle s'inscrit dans un processus long et dans un contexte historique, et on va essayer de le comprendre, ce contexte historique, le connaître et le comprendre. Deuxièmement, actuellement, l'idéologie brouille les cartes de compréhension de l'économie. Donc, à cette occasion de la soirée, il y a aussi certains mécanismes qu'on va essayer de se réapproprier. Et voilà, pour ce qui est de l'apport de la soirée. On ne va pas traiter de la réforme Macron. Et la première raison pour laquelle on ne va pas traiter, c'est qu'on n'a pas idée de ce qu'elle sera. Actuellement, on est dans une période suffisamment floue. Le gouvernement avance masqué et avance très très lentement parce qu'il ne sait pas jusqu'où il peut aller trop loin. Donc les choses ne sont pas jouées. Ce que je propose, c'est qu'on fasse la soirée, l'ordre de grandeur, à peu près 2 heures, en 2 temps. Une partie qui serait plus un apport. Ça ne veut pas dire qu'on n'intervient pas pendant l'apport. Mais on intervient pour comprendre, pour demander des explications. Mais on ne commence pas à débattre entre nous sur ce qu'on a. Ça. Et puis dans le deuxième temps, on verra comment on peut se saisir de ça pour un débat. Ça va? Ok. Alors, la réforme des retraites, voilà le plan. On va essayer de regarder l'origine de nos retraites par répartition. De voir comment ça s'est fait, comment ça s'est joué, qu'est-ce qu'elle est, et la manière dont le patronat, ne l'ayant pas accepté, il va essayer de remettre en cause ce qui a été fait. Et en gros, on va avoir une première offensive, c'est Pompidou en 67, qui va déjà casser un certain nombre de choses de 45. Et puis alors, la grande offensive, ça sera l'offensive néolibérale des années 80. Et alors là, on va regarder ce contexte. Pourquoi ils ont pu le faire alors que ça n'était pas fait? Le contexte, qu'est-ce qui avait changé? Et les étapes de cette réforme. Ensuite, on regardera, par rapport à la réforme Macron, comment elle s'inscrit dans cette continuité, mais dans un contexte qui est en train de changer d'une manière radicale, qui fait que le contexte changeant d'une manière radicale, on ne peut plus continuer comme avant. Ça va? Voilà le plan. La réforme des retraites à la libération. L'idée, la base de ces retraites, c'est le programme du Conseil national de la résistance. Pendant la guerre, il y a eu un programme qui est sorti, qui disait comment qu'on libère le pays, c'était la première partie, pourquoi faire du pays, et c'était la deuxième partie. Cette partie-là, elle fait 16 pages, elle n'est pas énorme, mais elle est très très claire, et ça va structurer 30 ans de vie française. Comment ça se fait? Alors, concernant les retraites, qu'est-ce qu'il dit le programme? On mettra en place une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Il n'est pas question de compte, de finir dignement les jours. C'est une vision politique. Le contexte qui a permis que ça se fasse, c'est on vient d'avoir une lutte de libération nationale. Et une lutte de libération nationale qui a gagné. Le programme du Conseil national de la résistance est légitime puisqu'il vient d'être gagné. Deuxième élément qui rentre en ligne de compte, c'est que pendant la guerre,
une partie du patronat relativement importante, et les grosses entreprises, se sont compromis avec l'occupant. Donc, dans le rapport de force après-guerre, eh ben, quand De Gaulle, ils allaient voir De Gaulle disant, ils disaient, mais pendant la guerre, on ne vous a pas vu. Alors maintenant, parlez moins fort. Troisième chose, non, c'est pas ici, c'est De Gaulle qui disait, deux forces politiques dominent après-guerre, c'est les communistes et les gaullistes, qui dominent la vie politique. Et on est dans la division entre l'Est et l'Ouest du monde. C'est-à-dire que le capitalisme sait qu'il y a une alternative et que les choses peuvent basculer. Dernier point, et pas des moindres, c'est qu'il y a nécessité de reconstruire la nation. Et si on veut reconstruire une nation, il faut qu'on ait des éléments unificateurs qui fassent que la grande majorité des gens y adhèrent. Et parmi les choses qui sont là-dedans, toujours dans le programme de la résistance, la retraite s'inscrit dans un plan complet de sécurité sociale. Le texte dit « visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. » On pense comment on va s'occuper des vieux. On a un programme qui consiste, il y a nécessité qu'on ait une sécurité sociale. Quand on nous parle qu'on veut sécuriser en mettant en place le programme de 1945, son objectif, c'était la sécurité des Français. Qu'on ne soit pas dans l'insécurité permanente de dire qu'est-ce qui va m'arriver si je suis malade, quand je vais être vieux, si j'ai un accident. Et à ce moment-là, on décide la généralisation de la sécurité sociale. C'est à ce moment-là que se crée la sécurité sociale. Alors, la base de la sécurité sociale, on va prélever, alors c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que c'est là-dessus qu'on nous brouille, on va prélever chaque année sur la richesse produite une part pour mettre en œuvre ce projet politique. Vous saisissez ça. Chaque année, on a le produit intérieur brut, c'est comme ça que c'est mesuré, il y a une richesse qui est produite. Et il y a une décision politique sur la richesse qui sera produite. Il y en a une partie qui servira à la protection sociale. Donc dans ça, il y aura une retraite décente assurée par la solidarité nationale. C'est à ce moment-là que se crée l'État social. Vous voyez bien que État social, ça laisse entendre que l'État a pour fonction d'assurer une sécurité aux citoyens. Au niveau du vocabulaire, tout de suite, l'État social, on n'en parle plus, on dit on n'a plus de possibilité d'État-providence. La providence, elle vient du ciel. Ça nous tombe dessus ou pas. L'État social, il ne tombe pas dessus. C'est une décision sociale. Vous voyez, au niveau du vocabulaire, comment on va faire bouger les lignes. Mais, quand on met en place cet État, ce qu'on est en train de nous raconter, il faut qu'il y ait une seule caisse de retraite. Pour tout le monde pareil. Quand on a voulu mettre ça, on est arrivé dans un moment où il existait quelque chose. Et alors le compromis qui a fait que on a eu la mise en place du régime général, unificateur, fait que tout le monde a droit au régime général, mais les professions libérales, par rapport à ça, ils disent mais nous on refuse de mettre notre argent avec les ouvriers, on va le faire entre nous. Et donc on va avoir les professions libérales qui vont avoir les régimes autonomes. On va avoir les agriculteurs qui, eux, depuis 1930, avaient un système de sécurité sociale,
et qui vont le garder, et c'est la MSA. Et il y avait un certain nombre de catégories sociales qui étaient déjà organisées et qui avaient déjà des caisses de retraite, et ils vont continuer d'exister, c'est les régimes spéciaux. Vous n'arrivez pas à lire là-dessus, mais demain, tout sera sur mon site, vous pourrez aller chercher le détail. La retraite par répartition, dans le cadre de la sécurité sociale, cette retraite garantie par l'État, c'est un des piliers de cette reconstruction nationale. Il y avait des gens qui s'étaient entretués. Il y en avait qui étaient pour Pétain, il y en avait qui étaient pour De Gaulle. Comment qu'on faisait? Eh bien, un des piliers, ça va être de mettre en place un système de protection sociale pour tout le monde. Il y a deux autres piliers de cette reconstruction. Ça va être la mise en place de services publics, de dire qu'il faut que tous les Français puissent bénéficier de services publics. Et c'est pas parce que j'habite loin ou que je puisse pas y avoir droit. Donc la mise en place des services publics, la poste, les transports, l'énergie. Et troisième grand pilier, ça va être l'intervention de l'État dans l'économie. De dire, si on laisse l'économie au seul soin des patrons, ça marche pas. Et on a eu la guerre, et on a eu... Donc il y a nécessité que l'État intervienne dans l'économie, et ça a été la nationalisation des banques, parce que par la finance, on tient le monde, des mines, des sources d'énergie, et la planification, qui consiste à dire, la planification, c'est-à-dire, dans les 5 ans à venir, on veut aller à tel endroit, on va avoir du monde qui vont y arriver, donc il faut qu'on pense les quartiers, qu'on pense les écoles, qu'on pense les équipements sociaux. C'était la planification. C'est Giscard qui le casse. Vous voyez, ça va durer quand même un certain nombre d'années. Un élément clé du contrat social d'après-guerre. Cette protection sociale, c'est un élément clé. Et le problème de nos gouvernants, c'est que les Françaises et les Français tiennent toujours à ce contrat social. Voilà, c'est ça. On peut dire la contradiction maximum, c'est que les Français tiennent à ça et le patronat ne le veut pas et le néolibéralisme entend le casser. C'est ça la contradiction première sur laquelle butent tous les gouvernements. Alors, le patronat n'a jamais accepté ce contrat social, et je mets le mot révolutionnaire. Pourquoi je mets le mot révolutionnaire? Parce que il est contraire, il est une forme qui n'a plus rien à voir avec le capitalisme. Jusqu'à cette décision-là, seuls les propriétaires du capital gèrent la valeur ajoutée des entreprises. Il n'y a que eux. C'est quelque chose qu'ils ont droit parce que propriétaires de l'entreprise, c'est eux qui gèrent la valeur ajoutée qui se crée dans les entreprises. Les élus de la nation aussi gèrent la valeur produite qui passe par l'impôt. Et alors là, j'ai fait un petit dessin, un petit schéma. Ici, étage du bas. L'étage du bas, ça va être la production de l'entreprise. L'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise. Hein? C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on a tant de chiffre d'affaires. C'est la totalité de la ligne du bas. Sur ce chiffre d'affaires, il y a des choses qu'on a dû acheter pour produire. On a acheté des fournitures, on a acheté de l'électricité. C'est les cubes violets. Et une fois sur le chiffre d'affaires qu'on enlève ce qu'on a acheté, il reste la valeur ajoutée par le travail. Il y a eu un travail pendant une année et
il y avait cette valeur-là. À la fin de l'année, il y a celle-là. La valeur ajoutée, c'est ce qui a été, c'est ce qui reste entre la différence. Sur cette valeur ajoutée, l'État, il gère une partie de la valeur produite par l'impôt. Il va donner des impôts. Le premier impôt sur les entreprises, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. L'État, il dit là-dessus, comment ? La TVA. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, ça correspond à ce petit cube vert. Et ça, c'est pas le patron qui le gère, c'est l'État. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 1945 ? Dans la nouvelle organisation, une part de cette valeur ajoutée, elle va être gérée par les travailleurs. Et ça, c'est révolutionnaire. Et ça, le patron, il peut pas l'accepter. Vous saisissez. Donc, les cubes, la couleur des cubes, la partie du haut. Donc, la partie du haut, c'est le détail de la valeur ajoutée. Hein ? Alors, la valeur ajoutée, j'ai dit qu'il y en avait une partie qui allait à l'État par le biais de l'impôt, et c'était lui qui le gérait. Après, c'est le vert dans le code. Il y a une partie qui revient aux travailleurs, c'est le rouge. Parce qu'ils ont travaillé, c'est eux qui ont produit la valeur, et ils disent à la fin du mois, il faut nous payer. Alors, il y a une partie qui leur revient. Et puis, il y a une partie qui revient, c'est les trucs bleus, aux propriétaires du capital. Qu'est-ce qui va se produire dans cette nouvelle organisation ? La part qui revient aux travailleurs, au lieu de leur revenir uniquement sous forme du chèque à la fin du mois, en 1945, c'était pas un chèque, c'était de l'argent liquide. Hein? Et c'était pas tous les mois, c'était toutes les semaines. Donc, au lieu que ce soit tout donné comme ça va être donné de deux manières. À la fin du mois, on va leur en donner. Et puis, il y a une autre partie qui va être gérée collectivement par la sécurité sociale. Ça sera géré collectivement et quand les travailleurs seront malades, en accident du travail, quand ils seront en retraite, quand ils seront en congé maternité, eh ben, ils recevront un revenu qu'on aura pris sur leur travail, mais qui sera géré collectivement. Ça va ? Donc ça, c'est très important, cette histoire de valeur ajoutée, parce qu'on va nous faire croire qu'on... non, j'avance sur après, on y viendra. Alors, au niveau de l'organisation sociale, donc on dit, il va falloir que ce soit géré dans des caisses par les travailleurs. Alors, comment c'est géré ? C'est là que se crée l'organisation de la sécurité sociale. Alors, ça sera géré par des salariés élus, par des représentants des salariés élus, sur liste syndicale. Il y aura des élections, les élections de la sécurité sociale. Il y a des listes syndicales, chacun vote, et les élus ouvriers auront 75% des mandats pour gérer. Les syndicats patronaux, eux aussi, vont être dans les caisses de sécurité sociale à hauteur de 25%. C'est-à-dire qu'on a une organisation où les salariés gèrent collectivement, pas tout seuls, puisqu'il y a le patronat, mais 75%, ils sont nettement majoritaires, qui gèrent ces caisses. Les caisses, c'est celles qu'on a vues. Retraite, maladie, accident du travail, maternité, mais ils gèrent l'ensemble de ces caisses-là. Hein, c'est pas des boîtes séparées. Ils sont chargés de gérer la protection sociale. Ces cotisations,
les entrées viennent des cotisations sociales qui sont prélevées sur cette valeur ajoutée. Mais on peut dire qu'il y a un des deux, la moitié, qui serait en gros pas distribué directement aux salariés, mais géré collectivement et distribué dans le cas où ils sont en retraite, maladie et tout ça. Ça va? Donc voilà comment fonctionne la sécurité sociale, avec des élections régulières. Je ne me rappelle plus si c'était tous les 5 ans, et on repassait, on élisait les représentants de nos caisses. Donc ça, le patronat ne l'a pas accepté. Mais, en 1945, il n'avait pas le choix, le rapport de force ne lui permettait pas d'avoir plus que les 25%. Voilà. En 67, 45, 55, 65, ça fait plus de 20 ans après, la situation a changé. On est dans cette période où on a une augmentation de la productivité et une augmentation de la consommation énorme. Le patronat a perdu son image péjorative de collaborateur. Et on a, en même temps, au niveau politique, la droite gaulliste qui est dominante. Le même de Gaulle, qui a pris le programme du conseil d'administration en 1945, c'est lui qui est au pouvoir en 1967. Pas pour longtemps, mais il y a encore. Et là, il va y avoir une réforme majeure de la sécurité sociale qui sera conduite par Pompidou, qui était son premier ministre. Alors regardez bien le changement. Les caisses ne sont plus gérées par des élus, mais par des représentants désignés par les organisations syndicales. On a toujours vote de la sécurité sociale, mais on ne vote plus pour monsieur un tel, on vote pour une liste. Et c'est l'organisation syndicale qui décidera de qui c'est qu'elle envoie gérer. Premier élément. Ensuite, à ce moment-là, se met en place la gestion par les travailleurs, 75% élus, disparaît au profit de ce qu'on a appelé le paritarisme. 50% désignés par les travailleurs, 50% désignés par les employeurs. Le patronat est très unifié. Les syndicats, un peu moins. Conclusion, si le patronat passe alliance avec une organisation syndicale, c'est lui qui commande. Et depuis 1967, il y a toujours eu une organisation collaboratrice du patronat. Longtemps ça a été FO, maintenant c'est la CFDT. Donc vous voyez bien comment que là, le fait qu'on ait des élus désignés et non plus élus, un élément change, parce qu'un élu, il passe devant les électeurs régulièrement. Et s'il prend telle ou telle mesure, que les salariés disent « mais ça ne nous va pas », on s'en rappelle aux prochaines élections. Si c'est l'organisation syndicale qui a envoyé quelqu'un, qui sait? Troisième chose, la sécurité sociale unifiée est divisée en 4 caisses différentes. La caisse des retraites, la caisse maladie, la caisse accident du travail et la caisse famille sont différenciées. Et ce qui est demandé aux caisses, c'est qu'elles soient en équilibre. On n'est plus sur un projet politique qui est l'élément dominant, on est sur, on gère des caisses. On change complètement de logique, il ne s'agit plus de décider de la part de la richesse nationale qu'on entend affecter à la protection sociale, c'est-à-dire à la sécurité des citoyens, pour qu'ils ne soient pas dans l'insécurité sociale permanente, on passe à gérer des enveloppes financières entre le patronat et les salariés. Quand on présente un élu, on présente un type qui a un projet politique.
quand le syndicat va envoyer quelqu'un pour gérer la sécurité sociale, eh bien, il va envoyer quelqu'un qui sait gérer. Et progressivement, c'est les gestionnaires désignés qui remplacent les politiques élus. C'est la réforme de 67, elle casse le système de retraite mis en place en 1945. On n'est plus du tout dans la même logique. Ça va? Jusque-là, vous suivez? Vous coupez si ça ne va pas. Ça, c'est la première réforme, mais qui est pas mineure. Hein. La grande offensive néolibérale des années 80. Alors, on est obligé de revenir là, parce que la réforme des retraites s'inscrit dans cette logique. Dans les années... la grande offensive, c'est les années 80, mais c'est dans les années 70 que les choses se jouent. Le capitalisme veut se réapproprier les sommes énormes de la protection sociale qui lui échappent. Toute la gestion de la sécurité sociale, c'est énorme. C'est presque, j'ai peur de dire des bêtises, presque autant que le budget de la nation. Et tout ça, on ne peut pas faire de profit dessus. Par rapport au capitalisme, c'est du non-sens. Presque c'est de l'argent perdu, quoi. Il sert juste à ce que les ouvriers soient soignés. C'est de l'argent perdu. Donc, il faut qu'on change ça. Et il va adopter ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Alors, le consensus, qui c'est qui a fait consensus? Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les États-Unis, l'Union européenne et les multinationales ont dit on va changer cette organisation pour reconstituer nos marges et élargir notre champ. L'objectif recherché par le néolibéralisme, alors tout ça, ça va s'expérimenter dans les années 70 au Chili de Pinochet. Dans le détail que vous pourrez avoir sur Internet demain, je suis rentré dans le détail. Là, je suis obligé d'être plus synthétique. Il s'agit de mettre en concurrence les travailleurs organisés qui ont acquis des droits et disposent de protection sociale avec la masse des travailleurs potentiels qui n'en ont pas. On va mettre en concurrence les salariés des pays qui ont une protection sociale et qui ont un certain nombre de droits du travail avec d'autres gens qui viendront travailler mais qui ne l'ont pas. C'est ce qu'on a appelé la mondialisation. La mondialisation ne nous est pas tombée du ciel. La mondialisation, c'est une nouvelle organisation du capitalisme qui se fait dans les années 80. Il lui faut un outil de régulation et celui qu'elle crée, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui donne un cadre international à ce redéploiement du capitalisme. Le marché sera l'élément régulateur des échanges. Il n'est plus question d'organiser la société, il est question de favoriser le commerce. L'élément régulateur, c'est le marché. Du coup, il faut que je reprenne quand même ma préparation là-dessus, parce qu'il y a quelques citations que je voulais vous donner. Entre autres, celle de Margaret Thatcher. Attends. La question du projet social. La société, Margaret Thatcher, c'est qui? La société, ça n'existe pas. Il y a des hommes, il y a des femmes, et aucun gouvernement ne peut faire quoi que ce soit si ce n'est à travers les gens. Laissons faire les gens. Il n'y a pas à penser de projet.
le marché régulera ce que les gens veulent. On n'a plus, vous voyez, cette phrase, je crois qu'au niveau idéologie, elle rend bien compte de ça. Après, là aussi, c'est toujours Thatcher, il n'y a pas d'alternative. On n'a pas possibilité de penser autrement que ça. Hein? Et, alors attends, création de l'OMC, parce qu'il faut que je tienne quand même mon plan. La protection sociale doit s'inscrire dans des rapports marchands. La solidarité, c'est différent de la solidarité nationale qui doit assurer la sécurité. On change de logique. C'est plus la solidarité nationale qui doit assurer la sécurité sociale. C'est des rapports marchands qui vont faire que chacun va s'assurer en fonction de la sécurité qu'il voudra. Vous voyez comment se crée l'insécurité sociale dans cette logique-là. Il ne s'agit plus de décider démocratiquement de notre modèle de société, ce qui est du domaine du politique. Il s'agit de favoriser le commerce dans tous les domaines. Ce commerce étant régulé par le marché. Dans tous les domaines. Tous les domaines, ce qui veut dire que la santé, c'est un domaine que le commerce doit s'approprier. On a la bagarre des hôpitaux. Dans les éléments des choix budgétaires, le gouvernement a privilégié 2 fois plus la médecine de ville que la médecine des hôpitaux. Le commerce. C'est à cette époque qu'on a eu la GCS, l'accord général sur la commercialisation des... Oui, c'est dans la logique de l'OMC. Hein? L'accord général, AGC. Accord général sur la commercialisation des services. Des services, voilà. C'est-à-dire que les services apparaissent comme des marchandises. La chute du mur de Berlin en 89 va renforcer ça. Et là, j'ai quand même deux trucs. C'est le livre de Fukushima qui écrit La fin de l'histoire. Fukuyama, La fin de l'histoire. De dire, il n'y a plus de lutte. Il y a un marché qui régule tout. Il n'y a qu'un modèle. C'est le modèle, en gros, c'est le modèle américain. Hein, qui développe là. Et il y a la phrase de Warren Buffett, que je vous cite. Donc Warren Buffett, c'est un politologue proche de Bush. Il y a une guerre de classe. C'est un fait. Mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. On a les classes dominantes qui disent on a gagné la guerre, maintenant. Il n'y a plus rien, il y a le marché et tout le monde marchera. C'est un coût énorme pour nous. Et il va y avoir un effet de sidération. Et pendant très très longtemps, on va avoir les organisations syndicales qui ne savent pas comment faire. Il s'agit d'essayer de limiter les dégâts, mais on ne sait pas comment faire. L'Union européenne s'inscrit dans ce consensus de Washington. Elle écrit son projet, et c'est ce qu'on a appelé la stratégie de Lisbonne, qui est signée en mars 2000, et 5 ans après, l'Union européenne se réunit pour voir où ils en étaient et repense un peu cette stratégie. La formule que j'ai écrite ici, faire une Europe compétitive dans le grand marché mondial. Hein? Donc c'est le slogan. Il s'agit de faire en sorte que dans le grand marché mondial, on soit compétitif. Et j'ai une autre phrase, si je la trouve assez facilement, je vous l'ai dit. Voilà. Rendre l'Europe plus attrayante pour les investisseurs. C'est clair.
faut faire en sorte que l'Europe soit au service des capitaux pour qu'ils viennent s'installer chez nous plutôt que d'aller chez les autres. Ça va? Alors, dans ce choix, nos handicaps, c'est le coût du travail. Comment qu'on fait pour que les multinationales viennent s'installer chez nous si on paye les salariés aussi cher? Ils ne viendront pas. Elles iront ailleurs. Donc il faut qu'on joue sur le coût du travail. Jouer sur le coût du travail net. Vous faites en sorte qu'à la fin, les gens du mois, ils aient moins que le mois d'avant. Là, vous foutez la merde partout. Si vous leur dites qu'on diminue les charges des entreprises, bah, si ça peut arranger le travail, mais quand on diminue la charge des entreprises, c'est dans leur porte-monnaie qu'on le prend, par le biais de cette partie-là qui est plus prise en compte. Donc il va y avoir tout un discours pour essayer de faire passer la pilule par rapport à ça. Et alors là, la contradiction de nos dirigeants politiques, c'est que les Français tiennent à ce système de protection sociale. Le malheur, quand on avait expérimenté au Chili, il n'y avait pas ce type de problème. C'était sous Pinochet et il n'y avait pas d'élection. Le malheur, c'est qu'en France et en Europe, les gens vont voter régulièrement. Alors, quand on va mettre en place les réformes, puisqu'ils n'en veulent pas, on va perdre les élections. Et on a un mouvement de yo-yo pour mettre ça en place. Comment? T'as pris 2 feuilles à la fois. Non, parce que mon tableau, je l'ai fait en 3-4 fois, j'ai coupé, collé. Alors on va en venir la réforme. Alors j'ai mis les étapes de la réforme des retraites. Il n'y a pas la réforme Macron, il n'y a pas eu la réforme Balladur. Il y a une réforme des retraites, et j'entendais Raffarin à la radio qui dit il faut qu'il y ait une réforme tous les 5 ans. Parce qu'il a bien conscience qu'on ne pourra jamais faire passer la réforme. Encore, c'est cette semaine que je l'ai entendu à la radio dire qu'il faudrait une réforme tous les 5 ans. Si, il y a quand même une citation de Denis Kessler qui a écrit un article. Alors, Denis Kessler, c'est l'ancien vice-président du MEDEF. Il est administrateur de Paribas, chez Bolloré Investissement, Dassault Aviation. Bon, c'est un... voilà. Je vous lis dans un article qui était paru dans Challenge. Le modèle français, le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Alors le gouvernement dont il parle, c'était Fillon, c'était sous Sarko. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peut donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. Statut de la fonction publique, les régimes spéciaux de retraite, la refonte de la sécurité sociale, le paritarisme, tous ces trucs-là qui datent de 1945. Il y a une unité profonde dans ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Cette architecture singulière a tenu tant bien que mal pendant plus d'un demi-siècle. Elle a même été renforcée en 1981 par le programme commun. Voilà ce qu'il dit. C'est explicité.
J'ai même été surpris, alors bon, c'était un journal de droite économique, il s'adressait à des gens qui étaient de son bord, mais j'ai même été surpris qu'il ait écrit ça. Parce que il dit clairement tout ce qu'on essaye de nous dissimuler. C'est presque paradoxal. Il sait qu'on lit pas ce journal-là. Alors, parce qu'ils pensent qu'on lit pas ce journal-là, ou parce qu'ils pensent qu'ils sont suffisamment forts qu'on peut... Il ne l'écrirait plus maintenant. Je crois qu'il ne l'écrirait plus maintenant parce que les choses ont changé. Alors, on va essayer de regarder les étapes de la réforme des retraites, qui n'est pas finie. Et Macron l'a dans son programme. Son but, faire disparaître le système de 45, c'est-à-dire un droit à la retraite lié au travail. Et codécision par les travailleurs. Depuis 67, c'est plus décidé par les travailleurs, c'est codécision. C'est ça qu'il faut faire disparaître au profit d'un droit lié à la capacité d'épargne individuelle. J'aurai une retraite parce que j'aurai épargné pour ma retraite. Elle sera gérée par les marchés financiers, à l'endroit où vous aurez placé votre argent. C'est ça, il faut aller de là à là. Et on est là-dedans. Et Macron est dans cette logique et il se pose la question, est-ce qu'il va y aller ou est-ce qu'il ne va pas y aller? Parce que les temps ont changé. On va aller regarder les grands temps. En France, les tentatives de réforme. Balladur, 1993. Toutes les réformes, il s'agit de diminuer le revenu qui est distribué aux retraités. Si vous voulez que les gens mettent de l'argent, épargnent pour leur retraite, il ne faut pas qu'ils aient une retraite. Si j'ai une retraite, ils disent « Mais pourquoi je mettrais de l'argent pour épargner? Moi, je l'aurai ma retraite. » Il ne faut pas. Donc il va falloir diminuer le revenu des travailleurs qui arrivent dans les caisses de retraite. Il y a plusieurs manières. Balladur, il va falloir cotiser 40 ans au lieu de 37 ans et demi. C'est-à-dire on augmente le nombre d'années de cotisation. La retraite est calculée sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années. C'est-à-dire que les retraites vont avoir tendance à diminuer. Les retraites ne sont plus indexées sur les salaires. Avant, quand il y a un indicateur, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie, il augmente. Bon, par exemple, une année, elle va augmenter de 2%. Les retraites sont indexées sur le coût de la vie. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, les retraités vont avoir un petit plus, pas plus de retraite. Il y aura une compensation de la perte du fait du coût de la vie. Les salaires augmentent un peu plus vite que le coût de la vie. Et avant, les salaires étaient indexés, les retraites étaient indexées sur les salaires. Si on les indexe sur le coût de la vie, on diminue les retraites. Ce même Balladur qui fait ça en 1993, en 87, il était ministre des Finances et il met en place le plan d'épargne retraite défiscalisé. Vous voyez, avant de faire ça, il dit on va donner des sous à ceux qui épargneront. Ceux qui épargneront, ils ne paieront pas d'impôt sur leur épargne. Vous voyez comment on veut faire passer d'un truc à l'autre. Donc Balladur en 93, Juppé 95, 2 ans après, c'est passé pour le régime général. Juppé tente de faire la même chose pour le public, au nom de l'équité. Et là, 5 semaines de grève, échec, Juppé était là, droit dans ses bottes, pof, c'est pas passé. Strauss-Kahn, on a changé de socialiste, lui, ministre des Finances. Non, pas des Finances, c'était de l'économie. Prépare les fonds de pension à la française. Il appelle ça les fonds
partenariaux. Les fonds de pension, les fonds de partenariaux de Strauss-Kahn ne sont rien d'autre que les fonds de pension américains. Si vous voulez une retraite, placez votre argent dans des fonds de pension. Et puis, ce que les fonds de pension vous rapporteront, ben, ça vous permettra de payer votre retraite. Donc lui, il travaille sur ça. Fillon, 2003, ministre des Affaires sociales, 40 ans de cotisation pour la fonction publique. Vous voyez, petit à petit, on s'aligne. Et il propose, il met en place le plan d'épargne pour la retraite populaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus les riches qui pourront se payer une retraite, on va favoriser ça avec l'exonération d'impôts. Si vous placez de l'argent pour votre retraite, vous aurez une diminution d'impôts. Alors le mot populaire, je ne sais pas bien, parce que si vraiment on est un peu juste, la diminution d'impôts, on ne l'a pas. Et Sarkozy, lui, en 2010, recule l'âge de la retraite. Si tu recules l'âge de la retraite, eh ben, tu fais travailler les gens plus, à moins de revenus. La réforme Macron, c'est la suite de cette réforme, pour tenter de faire passer... Alors, attends, où c'est que j'en suis après? Oui, donc la réforme Macron, j'allais dire la réforme Macron, mais j'y reviendrai complètement à la fin, mais il y a quelque chose que je veux faire apparaître. C'est que cette année, Macron a déjà pris une mesure qui renforce la casse de la sécurité sociale. Le dernier budget de la nation, le budget qui vient d'être voté au Parlement, le budget prévisionnel de 2020, dit que les charges, le surcoût des gilets jaunes, l'État est obligé de lâcher. Ce surcoût, il y a toute une partie qui sera payée par la sécurité sociale. Hein? Oui. Ils ont dit ça? Oui, mais pas, il ne l'a pas dit. Non, ils ont voté ça. C'est passé dans la loi de finances. En diminuant du coup les... Eh bien, il y avait l'État, parmi les mesures qu'il a fait par rapport aux gilets jaunes, il a dit, les employeurs qui donneront des primes pour ceux qui ont un faible revenu, si les employeurs donnent des primes, ça sera défiscalisé. Alors, si c'est défiscalisé, il y a un manque à gagner pour la sécurité sociale. Dans la loi, et la loi était passée par Simone Veil en 1994, disait, si l'État prend une mesure de défiscalisation, à la limite c'est un choix politique, c'est à l'État de l'assumer. Et donc l'État rembourse à la sécurité sociale le manque à gagner de la sécurité sociale. Pardon Paul, excuse-moi, c'est juste pour moi défiscaliser, c'est tu diminues un impôt. Alors que tu nous as bien expliqué la différence entre l'impôt, qui est quelque chose, une taxe qu'on paye à un moment donné, et la Sécu, qui sont des cotisations qu'on paye tous les mois sur des salaires. Donc là, je ne comprends pas, défiscalisation... Alors, il y a deux mécanismes. Ouais. Il y a d'une part l'État, et ça c'est une mesure d'État, qui dit les entreprises qui auront un avantage, elles ne seront pas tenues de payer ce qu'elles doivent à la sécurité sociale. Elles ne seront pas payées. Ça, c'est une mesure politique, décidée par l'État. De fait, il y a un manque à gagner pour la sécurité sociale. Si l'État décide ça, ce qui lui est demandé, et c'était la loi, hein, l'État devait rembourser à la sécurité sociale l'équivalent du manque à gagner. Hein? La loi de finances 2000, c'est la première fois, a fait passer que cette mesure-là serait financée par la sécurité sociale. On diminue les revenus de la sécurité sociale, on diminue des travailleurs. Et en même temps, ça renforce l'argument de dire que les charges, c'est de l'impôt pour les entreprises. Et voilà. Et en plus, cette confusion entre impôts et charges. Donc cette mesure, elle a été prise. Vous avez entendu le débat qui est en train d'apparaître, de dire on veut faire une réforme des retraites, mais il faut avant équilibrer les retraites.
C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures qui contribuent à diminuer le revenu qui est donné aux travailleurs avant de faire la réforme des retraites. Mais on est en train de la faire, la réforme des retraites. Toutes les fois qu'on diminue la part des travailleurs, on fait la réforme des retraites. Mais c'est présenté maintenant comme quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pour pouvoir faire la réforme des retraites, il faut que les trucs soient équilibrés. Et visiblement, Philippe, c'est ce matin ou hier sur France Inter, lui, il était plutôt favorable à retarder l'âge de départ à la retraite. Mais pas par la loi. Enfin, c'est la grande... Le gouvernement est dans la merde. Hein. Faut pas croire. Pas que nous. Nous, on est moins dans la merde que lui pour l'instant. Et voilà. Alors, comment qu'on fait pour faire une réforme que les gens ne veulent pas? La première chose, c'est la bataille idéologique. Et la deuxième chose, c'est la bataille économique. La bataille économique, c'est faisons en sorte que les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite, aient de moins en moins d'entrée d'argent. Ça, c'est la bataille économique. La bataille idéologique. Première chose, présenter la réforme comme indispensable. Et le gros argument, les gens vivent de plus en plus vieux, les vieux sont de plus en plus nombreux, on ne peut pas faire autrement. C'est l'argument massu que vous entendez encore. Alors là, je vous fais voir ce petit document. En 1960, voilà le dessin du produit intérieur brut français. La retraite représentait 5,4% du produit intérieur brut français. C'est-à-dire, sur cette richesse nationale d'une année, il y avait 5,4% qui allaient pour financer la retraite. En 2000, 40 ans plus tard, on est passé de 5,4 à 12,6% du produit intérieur brut qui sert à financer les retraites. On est passé de 5,4 à 12,6. On est plus pauvre. On n'a pas pu le faire. On a augmenté considérablement les retraites. Mais, et ça ne nous est pas dit, c'est quelle est la richesse nationale? Une fois qu'on a augmenté de 5,4% à 12,6% les retraités, l'argent qui va pour les retraites, eh bien il reste encore bien plus d'argent qu'il n'en restait en 1960. En 2040, c'est l'augmentation à prévoir, il faudrait qu'on soit à 18,5%. Mais en 2040, le produit intérieur brut, il aura augmenté. C'est-à-dire qu'on nous présente un paramètre, il y a de plus en plus de vieux, et ça nous coûtera de plus en plus cher, comme le seul paramètre. C'est un paramètre, mais il y en a d'autres, et l'autre, c'est de quelle richesse on dispose. Troisième, et alors pas troisième paramètre, mais toute la question, c'est à qui on décide d'affecter la valeur produite. Alors, je vous donne un autre chiffre. En 1980, la répartition, alors là, c'est plus une entreprise, mais c'est la nation. La répartition entre la part qui allait au travail, salaire, cotisation sociale, tout ça, la part qui allait aux travailleurs, et la part qui allait au capital était, en 1980, il y avait 80% qui allaient au travail et 20% au capital. En 2000, 20 ans après,
il y a 70% de la valeur produite qui va au travail et 30% qui va au capital. C'est-à-dire qu'en 20 ans, le capital s'est approprié 10% de plus de la valeur produite par la nation. Ça, c'est éclairant. Et si au lieu d'avoir mis 10%, ces 10% on l'avait mis sur les retraites, mais on n'en a pas besoin d'autant pour les retraites. On n'en a même pas besoin d'autant. Vous voyez, et ça, il n'en est pas question. On nous met juste cet argument qui tient la route. La retraite coûtera de plus en plus cher si les gens vivent plus vieux. Mais on le fait apparaître comme la seule. Donc, présentée sans alternative possible. L'alternative que je viens de vous proposer, c'est l'affectation de la valeur ajoutée à une partie de cette affectation aux retraites. Deuxièmement, dissimuler. Ça, c'est toute comment qu'elle disait, Suzanne Georges, la stratégie de Dracula. Avancer la nuit et prendre le sang pendant qu'on ne voit pas. Dire le contraire de ce qu'on va faire. Il ne s'agit pas de casser les retraites, il s'agit de sauver les retraites, sauver la sécurité sociale. Vous voyez, au niveau du discours. C'est une mesure de justice, d'équité. Et les valeurs qui sont mises en avant pour la réforme, à la limite, c'est les valeurs de 1945. Vous voulez une société juste, vous voulez une société sécuritaire. J'ai entendu le ministre de la Sécu. Là, sécurisé, pas sécuritaire. Sécurisé, oui. Sécuritaire, on en veut clairement pas. Oui. Sécurisé, on vote 2 fois. Oui, écoute, tu as bien fait de me relever, mais tu m'as fait perdre le fil. Tu parlais d'un ministre, c'est parler un ministre, tu dis de la sécurité. Ben, celui qui est en train de penser de le voir, qui disait, vous vous rendez pas, les jeunes ne savent pas ce qui va leur arriver. Il faut qu'on fasse une réforme de la retraite pour qu'ils sachent ce qui va leur arriver. C'est pour sécuriser les jeunes qu'on fait la réforme. Vous voyez tout le discours pour déformer. Et alors, là j'ai pris quelques... je ne sais pas comment le dire. Je sais ce que je veux dire, je ne sais pas comment le dire. Eh bien si, je vais reprendre tel que j'ai écrit ici. On ne dit plus les retraites sont des salaires socialisés ou salaires différés. Hein, la retraite, en gros, cette partie-là, ce domino qui est géré collectivement, c'est une forme de salaire, un revenu pour les salariés. Alors on ne dit plus c'est un salaire socialisé, on ne dit plus c'est un revenu pour les travailleurs, financé par leur cotisation sociale. On dit, et que ce financement, c'est une part de la valeur ajoutée par le travail, on ne dit plus du tout ça, on va dire, les retraites, c'est une charge patronale. Charge patronale. L'entreprise, elle a des charges patronales. L'entreprise, il y a des charges pour l'entreprise qui sont pour les patrons. C'est les dividendes. Les dividendes sont une charge patronale pour l'entreprise. L'entreprise, quand elle distribue les dividendes aux actionnaires, elle distribue du revenu de l'entreprise qu'elle ne peut pas réinvestir. C'est une charge patronale. Vous avez entendu parler de charge patronale quand on parle des dividendes? C'est une charge patronale pour l'entreprise. On va utiliser le terme de charge patronale pour parler des revenus des travailleurs. Comme si la part qui revenait aux travailleurs sortait d'ici.
de cette partie qui revient au propriétaire du capital. Les charges et les cotisations sociales, ils ne viennent pas d'ici. Ils viennent de cette partie-là, de la partie qui revient au travailleur. Vous voyez tout le discours. Et alors, j'ai trouvé, mais parce que je l'ai écrit là-dessus, puis là-dedans, ça fait que des fois, il y a des confusions dans ma tête. La formule, on va diminuer les charges sociales pour redistribuer des revenus aux citoyens. Les charges sociales, c'est un impôt. C'est une charge qui pèse sur le pouvoir d'achat des personnes. Vous voyez le truc? Ça pèse sur le pouvoir d'achat des personnes. Alors, si on diminue les charges, eh ben, on pourra donner du pouvoir d'achat. En gros, vous avez de l'argent qui vous vient dans cette poche, le salaire net, et puis vous avez une partie qui vous vient dans cette poche, le salaire différé. On va prendre dans cette poche pour vous le donner, pour que vous puissiez le mettre dans l'autre poche. Et ça passe. Et ça passe, je l'entends par des ministres dire, et le journaliste, il dit rien. Alors ça me fout en rogne. Le journaliste, il dit rien. Je dis, mais attendez, monsieur, vous êtes en train de dire des... Et ça, si vous réussissez à l'expliquer aux gens, vous avez gagné une bagarre énorme. Si les gens comprennent ce mécanisme-là. C'est parce qu'on a oublié la notion de salaire différé. Eh oui. Qui était centrale dans les organisations syndicales pendant des décennies et des décennies. On expliquait aux camarades, dès qu'ils rentraient, qu'ils prenaient leur carte syndicale, tout ce qu'on te retire sur ton brut, voilà, c'est du salaire différé. C'est pas des charges. C'est de temps en temps une charge pour le patron, mais on s'en bat l'œil des charges du patron. C'est pas les nôtres. Nous, c'est du salaire différé. Mais même, c'est pas une charge pour le patron, c'est une charge pour l'entreprise. Pour l'entreprise, oui. Il faut bien différencier. L'entreprise, elle produit de la valeur, et cette valeur-là, elle le redistribue. Elle le redistribue. Une part va à l'impôt, une part va aux travailleurs, une part va au patron, et ce qui lui reste, elle le réinvestit, c'est l'autofinancement. C'est ce qui permet d'acheter les machines. Donc, ça, c'est ça. Et puis, un cinquième, c'est les banques. Les 5 requins, je l'ai mis là. J'ai mis des petits tableaux, après, vous pourrez regarder. Donc, vous voyez bien ce détournement. Troisième élément de stratégie, ça va être divisé et étalé dans le temps. Balladur, la cotisation 37 ans et demi à 40 ans, c'est en 93, et Fillon, c'est pour la fonction publique, un peu après. Mais non, vous n'êtes pas touché. La fonction publique, vous n'êtes pas touché, c'est que le régime général. C'était plus facile, visiblement, de commencer par le régime général. Bon. Et puis après, la fonction publique, c'est la moindre des choses. Donc ça, c'est un des éléments de stratégie. La réforme par des attaques partielles. Soit on diminue le revenu des travailleurs, soit on augmente le temps de travail. On va couper tout ça. Étaler les effets. Et ça, je me rappelle, parce que la réforme Balladur, on est passé de 37 ans et demi à 40 ans. Mais la manière dont on est passé de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans, ça a été chaque année, on augmentera d'un trimestre le temps de cotisation. C'est-à-dire, l'année était à 37 ans et demi. Bon. La première année qu'on passe à la réforme Balladur, les gens qui devaient travailler 37 ans et demi, ils vont devoir travailler 37 ans, 3/4. L'année d'après, ils vont devoir travailler 38 ans. L'année d'après, 38 ans plus 1/4. Et ça continue jusqu'à 40 ans. Non, la réforme Balladur. Attends, je finis. Attends, c'est là que je l'avais mis. Il a fallu
14 ans pour que la réforme se mette en place. Et je me rappelle quand ils ont dit ça. Moi, je devais cotiser 40 années. Non, 37 ans et demi, j'avais calculé. J'ai commencé à 19 ans. Quand ils ont dit le truc, spontanément dans ma tête, j'ai dit, et toi, ça veut dire que tu travailleras jusqu'à quel âge? Je me suis aperçu que c'était jusqu'à 60 ans. Ce que j'ai fait, tout le monde le fait. On va, quand on nous donne une mesure, on essaye de voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Moi, quand il a donné cette mesure, j'ai calculé, je dis, tu partiras à 60 ans, toi, tu auras tes années de cotisation, tu les auras dépassées. Donc, c'est une manière. Et la dernière, ils ont parlé de la mesure grand-père, je ne sais pas comment vous avez... La clause du grand-père. C'est-à-dire que, on a entendu que alors, donc pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Mais que les mesures qui pourraient être prises là, dans le cadre de la réforme Macron, feraient que, elle serait mise complètement en place dans 40 ans. Elle prendra mesure tout de suite pour les nouveaux qui arrivent. Vous voyez comment on va pouvoir si on voit qu'on n'arrive pas à le casser, comment on va essayer des stratégies. Donc c'est une des stratégies. Troisième, oui. Je voudrais juste être sûr de bien comprendre. L'idée, c'est que plutôt que de mettre en place unilatéralement une réforme tout de suite pour tout le monde, ceux qui sont tout de suite à la retraite, ils ont juste un petit trimestre à faire en plus. Ceux qui seront dans la retraite dans un an, ils auront un peu plus à faire en plus. Et tu augmentes progressivement l'effort. C'était le système qu'avait mis Balladur. Mais ça continue comme ça, Pierre. C'est comme ça encore actuellement. Actuellement, pourquoi? Où on en est? Parce qu'actuellement, si tu veux, l'âge de départ, il a 62 ans, mais pour avoir ta retraite à taux plein, selon que tu sois né en 56, en 57, en 58, etc., tu n'as pas le même nombre de trimestres cotisés. C'est tout, ça continue. Ça continue ce système-là. Vous voyez, c'est aussi diviser pour régner, quoi. Faire en sorte que tout le monde ne soit pas dans la même situation, et puis chacun dire « Oh bah oui, mais ça ne me concerne pas ». Et hop. Donc ça, c'est une stratégie. Dernier élément de la stratégie que j'ai noté, c'est faire passer ces mesures impopulaires pendant l'été. Pourquoi pendant l'été? Les gens suivent moins ce qui se passe. Eh bien voilà, ils suivent moins ce qui passe, c'est plus difficile de mobiliser. Ça a été la réforme Pompidou. La réforme Pompidou, elle a été lieu en 67 pendant l'été. Et ils cumulent par ordonnance. Alors par ordonnance, ça veut dire quoi? Normalement, quand une réforme, elle passe, c'est une loi. Donc elle passe devant le Parlement. Et la procédure normale, le gouvernement présente son texte aux parlementaires qui le discutent et le lisent ligne par ligne et l'adoptent en faisant éventuellement des modifications et des ajustements. Le système de l'ordonnance, c'est le gouvernement présente la réforme et dit « ça sera cette réforme ». Si vous n'êtes pas d'accord, alors si vous votez contre, elle ne passera pas. Mais quand il présente l'ordonnance, le gouvernement, il a sa majorité qui sait qu'il le passera. Et si vous n'êtes pas d'accord, la seule mesure pour faire casser une ordonnance, c'est... comment ça s'appelle la mesure? La motion de censure. L'Assemblée nationale vote la motion de censure et le gouvernement saute. Donc ils font ça et ils le font passer par l'été, par ordonnance, 67. Que nous a dit la réforme des retraites, c'est maintenant qu'elle devrait se faire. Ce qui était prévu dans le plan Macron, c'était maintenant qu'elle faisait. Il a vu que ça ne pouvait pas passer. Alors il a dit, on fera ça cet été. Et en attendant, il y aura les élections. Bon, on verra. Et le premier truc, les élections. Et deuxièmement, on renégocie. C'est-à-dire, actuellement, Macron, il essaye de voir qu'est-ce que je peux avoir comme allié pour faire passer cette retraite, jusqu'où ne pas aller trop loin. Ça va? Donc, il y a toute cette stratégie. Je l'ai plus développé dans mon papier, si vous voulez le lire après.
Alors, la retraite Macron, oui, donc premier point, la retraite Macron, elle est dans la continuité de ça. C'était dans ce sens-là que lui avait pensé la réforme, hein, néolibérale. Mais le contexte a changé. Il y a deux grands domaines. Le premier élément du changement de contexte, c'est les interrogations du capitalisme. Le capitalisme s'interroge sur la stratégie néolibérale. Actuellement, suite à 2008, la crise financière, perte pour les propriétaires du capital, or, c'est le capitalisme financier qui a initié la mondialisation libérale. Et il s'aperçoit que cette mondialisation, incontestablement, elle lui a permis d'augmenter. Ça, c'est revenu. Hein. Je vous ai expliqué que chez nous, ils ont réussi à gagner 10%, le propriétaire du capital, 10% de la valeur par rapport en 20 ans. Mais il y avait une logique. On donne du fric aux patrons, qu'ils l'investissent à l'échelle du monde. Alors, pour qu'ils aient intérêt à l'investir, il ne faut pas qu'on les investisse et puis que les ouvriers leur piquent tout, mais on va l'investir dans d'autres pays du monde où on aura davantage de marge. Le fait qu'on ait investi relance l'économie et on revient dans un cycle comme ce qu'on a appelé les 30 glorieuses à l'échelle du monde. C'était la logique du néolibéralisme. Il faut qu'on reconstitue les marges et refaire partir le cycle économique pour 30 ans. Et au bout de 40 ans, parce qu'en gros, si on regarde, ça fait 40 ans, on constate que ça ne s'est pas fait. La relance économique de type des 30 glorieuses, c'est pas fait. Les politiques d'austérité imposées ont permis de reconstituer les marges, mais ils diminuent le pouvoir d'achat. Et si on diminue le pouvoir d'achat, eh ben, la consommation ne suit plus. Autre point qui a été mis, c'est les faibles taux d'emprunt. Puisque maintenant, la Banque centrale arrive à prêter de l'argent à un taux négatif. Et malgré ça, il n'y a pas la relance de l'économie. Donc, je crois que ce qui est important de saisir ici, c'est que le capitalisme se dit, on n'a pas... ce qu'on a mis en place, ça a marché, mais ça n'a pas permis ce qu'on attendait. Donc il s'interroge et il a peur de la crise financière. La crise financière où ça s'effondre, l'effondrement. Donc le ruissellement ne vient pas. Le FMI interpelle ces États sur les politiques. Le Fonds monétaire international dit attention, peut-être que vous êtes allé trop loin. Regardez s'il faut continuer comme ça ou si au contraire il faut relancer du pouvoir d'achat. Autre point important, les craintes d'explosion sociale et les incertitudes qu'elle engendre. Et ça, c'est pas qu'en France. Hein. Regardez dans le monde les endroits où on a des tensions énormes. J'ai l'impression, au niveau historique, on est dans quelque chose qui est proche de ce qui s'était passé en 68. En 68, en Amérique du Sud, en Europe, en Chine. Et ce qui s'était passé au XIXe siècle, 1848, où on a tout un tas de mouvements du peuple qui se mettent à bouger. Et il y a ce risque-là qui fait peur au capitalisme. Parce que lui, il a besoin de sécurité. Hein. Si on place des sous, il faut que ça nous rapporte. Si ça ne travaille pas, si ça casse tout. Alors, il y a ça. Pour nous, très concrètement, ce qui se joue aussi, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, le mouvement des Gilets jaunes,
j'avais marqué « déstabilise Jupiter ». Macron est arrivé, sa position jupitérienne, c'était une position sociale, hein, il voulait le marquer. Mais ça correspondait à dire, allez, on est les patrons, on va mettre, et puis si, on est quand même des hauts techniciens, on sait bien faire, et on va réussir à faire ça. Et puis, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a? Un mouvement qui n'était pas prévu. Il y aurait eu quelque chose dans les banlieues, on savait. Les fonctionnaires, on savait. Et par rapport aux banlieues, et par rapport aux fonctionnaires, on sait faire. Mais là, c'est un mouvement imprévu, par des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser. Ils n'ont pas l'habitude. Alors comment ils vont se faire? Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas les clés. On ne sait pas comment se positionner. Qui ne rentre pas dans les clous des formes d'action? Occuper les ronds-points, on va occuper la préfecture, on va occuper les ronds-points, des formes d'action qui ne sont pas prévues, et on veut négocier. On n'a pas d'interlocuteur. Allez vous faire foutre, on ne veut pas de délégués. C'est-à-dire que par rapport à ça, on a une forme de lutte où les pouvoirs publics sont très désarmés parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est un public qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas organisé selon les formes d'organisation qu'ils connaissent, et on ne sait pas où ils veulent aller. Donc il y a tout ça. Macron veut terminer la réforme néolibérale des retraites au moment où le capitalisme s'interroge sur le bien fondé de cette ligne. On a, par rapport à Macron, ce qui s'est passé avec Mitterrand en 81. La gauche arrive au pouvoir pour conduire une politique social-démocrate de gauche au moment où le capitaliste dit terminer les politiques social-démocrates. Macron vient pour mettre en place les politiques néolibérales en France en disant bon, cette fois moi j'y arriverai. Même Sarkozy s'est cassé le nez, mais moi j'y arriverai. Et au moment où le capitaliste se dit mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. Alors, par contre, je ne suis pas dans les hautes sphères du capitaliste de savoir qu'est-ce qu'il prévoit comme alternative. Parce qu'il doit bien essayer de dire comment il faut commencer ça. Donc, il est un peu à contre-courant de ça. Déstabilisé par un mouvement auquel il a dû lâcher des millions, craint que le mouvement social encore plus fort et généralisé ne se déclenche. Et je crois que par rapport aux retraites, le report de la réforme des retraites du mois d'octobre à l'été prochain, c'est nettement là-dessus. Et est-ce qu'il fera la réforme? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il fera comme réforme? Je ne sais pas. Peut-être, incontestablement, il va chercher à diminuer le revenu des travailleurs, mais pour aller où? Visiblement, eux-mêmes sont dans le flou. Je pense que le truc qui risque la réforme par points, le premier point de la réforme par points, c'est de faire en sorte que plus personne ne se représente les retraites comme quelque chose de lié à la protection sociale. De faire en sorte qu'on dissocie complètement l'idée de sécurité sociale toute la vie, en disant la sécurité sociale, oui, mais les retraites, c'est autre chose. C'est chacun qui s'occupe de lui quand il sera vieux. De réussir. Et les retraites par points auraient cet avantage, si réussi à le faire passer, que on gère, on compte, et on n'a plus de vision de protection sociale. Bon, voilà, parce que dernier point et non le moindre, le réchauffement et le dérèglement climatique nécessitent de repenser le consensus social et le contrat social. Le contrat social de 1945 reposait, et le consensus qui avait permis de créer la sécurité sociale, qui avait permis, c'était
on produit, en gros, les travailleurs travaillent, ils produisent de la valeur. Les capitalistes récupèrent une partie de cette valeur, en redonnent aux salariés qui ont du pouvoir d'achat. Avec le pouvoir d'achat, ils voient leur niveau de vie augmenter, ils disent les enfants, ça sera encore mieux, et j'adopte le capitalisme. L'État assure la régulation, c'est ce qu'on peut. Mais on est obligatoirement dans le productivisme, dans le contrat social d'après 45. C'est pas possible autrement. Et celui-ci, il faudra repasser un nouveau contrat social sur de nouvelles bases, qui reposeront le problème de la protection sociale. Il y aura toujours, et dans le nouveau modèle, il y aura une protection sociale. Sur quelle base? C'est à inventer. L'idée, par exemple, des choses comme le revenu d'existence pour tout le monde, c'est un moyen de donner une protection sociale généralisée. Mais c'est un modèle. On ne peut pas dire qu'on a un modèle alternatif élaboré. Le modèle alternatif, il est en train de se chercher. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on arrête ici. Oui, si quand même. Le fait que tout le monde soit concerné peut permettre un consensus par rapport au réchauffement climatique, ça peut être un élément de consensuel, comme après-guerre, l'idée que tout le monde ait une protection sociale pouvait être un élément pour faire consensus, pour construire une nouvelle société. Donc ça c'est possible. Et cette transition écologique aussi, elle ne pourra pas se faire sans remettre en cause les inégalités sociales. On ne peut pas accepter collectivement de dire on diminue notre impact sur la planète et puis accepter que des gens se déplacent en avion et des milliards. On ne peut pas l'accepter. Donc on est dans un nouveau contexte et beaucoup d'options sont ouvertes. Quand toutes les options sont ouvertes, c'est une chance et un risque. Voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer.